C'est actuellement la 3e cause de mortalité estimée aux États-Unis. Moi, je me pose la question si en France, on n'en est pas arrivé à la même situation. La suite après l'intro. Salut, c'est Jean-Loup du blog green-escape.fr. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui consacrée à des statistiques de mortalité aux États-Unis qui m'ont un peu étonné, et je vais déjà vous montrer l'infographie. Alors c'est une infographie que j'avais vue dans le Washington Post qui donne les taux de mortalité annuels en fonction des causes. Donc c'est des statistiques que les Américains tiennent suite à un décès. Il y a toujours dans le PV du décès la cause qui est identifiée ou attribuée à la mort. Et ça donne des statistiques assez étonnantes que je vais vous donner. Je vais me servir de mes notes, parce qu'évidemment... Et en même temps, je vais vous afficher ce que j'ai là à l'écran pour que vous puissiez mieux voir. Alors il s'agit en fait de recherches de l'université Johns Hopkins aux États-Unis. Ils ont estimé les taux de mortalité en fonction des causes, plutôt l'effectif, et donc ça donne à peu près ça. Donc il s'agit, c'est des taux par annuel, et donc en milliers. Première cause, les maladies cardiovasculaires avec 614 348 décès annuels. Deuxième cause, le cancer. Et troisième cause, ce qui m'a beaucoup étonné moi, c'est l'erreur médicale, 251 454 morts par an. C'est presque effectivement un peu plus d'un tiers des morts par maladie cardiovasculaire. Et après vous avez ensuite les maladies respiratoires, les accidents, ensuite vous avez stroke, et ensuite vous avez maladie d'Alzheimer, le diabète, la fièvre et la pneumonie. Je vous liste pas la totalité, mais vous pourrez voir à l'écran. Voilà. Donc c'est assez étonnant parce que aujourd'hui, l'erreur médicale serait la 3e cause de décès aux États-Unis. Et donc évidemment, moi je me suis tout de suite posé la question, qu'en est-il en France? Alors j'ai un peu regardé en France, mais j'ai pas trouvé de statistiques similaires sur les causes des mortalités. Mais j'en viens à me questionner quand même si ces taux sont pas aussi importants qu'aux États-Unis, peut-être un peu moindres. Parce que de mon expérience personnelle, en fait, la médecine telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, moi, même personnellement à titre individuel, j'ai déjà été confronté à des erreurs médicales, qui n'étaient pas mortelles. Mais aujourd'hui, franchement, vu comme est pratiquée la médecine allopathique, on peut vraiment se demander si on n'a pas atteint un seuil gravissime. Alors je ne vais pas me lancer dans une critique de la profession médicale, mais je vais plutôt me lancer dans une critique du système médical actuel, où souvent on n'a pas de médecine préventive, et quelque part parfois même pas de la médecine curative, mais juste palliative. C'est-à-dire soigner une maladie, ça se résumera à vous filer des pilules qui ont été fabriquées par l'industrie pharmaceutique, et des problèmes qui ont été créés par de la malbouffe, créés par l'agroalimentaire. Et tout le monde vit de cette situation, c'est-à-dire que l'agroalimentaire vend la malbouffe, les médecins prennent en charge les personnes qui sont obèses, qui ont des maladies cardiovasculaires dues à cette malbouffe, et en dernier, l'industrie pharmaceutique profite de cette situation en donnant les médicaments qui font baisser le risque, mais ne vous soignent jamais vraiment. Et donc vous avez des gens qui ont de l'hypertension, qui par exemple vont prendre une pilule toute leur vie, des diabétiques qui vont devoir s'injecter de l'insuline à vie aussi, et sans que leur qualité de vie soit vraiment améliorée, et à terme effectivement les diabétiques meurent aussi de graves complications. Alors il n'y a pas de conspiration dans ce système, c'est juste qu'aujourd'hui c'est un système économique qui, tel qu'il est construit, fonctionne bien, puisque tout le monde en profite. Les malades ont une amélioration de leurs conditions, mais sans être guéris. L'agroalimentaire profite
pour faire de l'argent, et ainsi de suite. En fait, on tombe dans un système assez vicieux où vous voyez que même maintenant, si on arrive à tellement intoxiquer les gens qu'ils meurent par erreur médicale, ou que la médecine ne sait plus soigner, mais au final devient pire que la maladie, où vous mourrez carrément d'une erreur médicale, soit d'un surdiagnostic, soit effectivement d'une complication liée à par exemple des médicaments. Aujourd'hui, vous avez pas mal de morts par antidouleur. Souvenez-vous de Michael Jackson, mort aussi d'une intoxication à son médicament antidouleur parce que suite à un surdosage. Ce que je voulais dire, c'est pas effectivement de vous fâcher avec votre médecin généraliste et de remettre en question tout ce qu'il vous dit. Moi, je respecte tout à fait l'expérience clinique d'un médecin qu'on ne pourra jamais avoir, puisqu'on ne va pas pratiquer la médecine tous les jours et on n'aura pas eu autant d'expérience, autant de patients confrontés dans un cabinet. Donc il faut quand même respecter effectivement l'expérience et le savoir du médecin, mais néanmoins l'erreur est humaine, et aujourd'hui avec la pléthore de solutions, la pléthore de médicaments, il faut aussi avoir un questionnement et une attitude critique par rapport à cette médecine qui est la médecine allopathique et pas la médecine, par exemple la médecine évolutive ou la médecine fonctionnelle qui est pas encore vraiment pratiquée en France. Mais effectivement aujourd'hui le système fait que la recherche de procédés naturels pour soigner les personnes est totalement évacuée parce que non rentable. Aujourd'hui, vous avez des techniques comme le jeûne, comme une approche diététique des maladies métaboliques qui est totalement pas prise en charge parce que le médecin n'a pas été formé pour ça. Il y a quelques années encore, en médecine en France, la nutrition dans le cursus d'un médecin, c'était une semaine. Et c'était simplement des notions basiques de nutrition. Donc aujourd'hui, quasiment aucun des médecins en France n'a des vraies notions de nutrition humaine, sauf s'il s'est formé ou spécialisé par la suite dans la question. Là, je parle de médecin généraliste, je parle pas de médecin nutritionniste. Mais effectivement, aujourd'hui, je pense que chez votre médecin, vous devez attendre un travail partenarial et pas une posture professorale de votre médecin qui vous dit c'est comme ça. J'ai pas à vous fournir d'explications sur comment ça marche, pourquoi ça marche, et vous vous en tenez là et prenez votre boîte de médicaments. Aujourd'hui, on voit qu'avec ces statistiques américaines, malheureusement, j'ai pas de statistiques françaises, que la médecine moderne est quand même devenue quelque chose de très questionnable et qu'il faudra probablement remettre en cause le système et notre système de soins basé beaucoup sur des molécules pharmaceutiques. Voilà, c'était juste pour faire une petite vidéo sur ce que m'inspirait cette infographie, mais qui n'est pas très rassurante sur l'état de la médecine actuelle en Occident. Si vous avez des remarques par rapport à ça, ou si même vous avez vous-même été victime d'une erreur médicale, laissez-moi un commentaire sous cette vidéo ou sur le blog. Alors vous avez peut-être remarqué que parfois au fur et à mesure de mes vidéos je suis complètement essoufflé, mais tout simplement parce que souvent je fais la vidéo en même temps que je randonne, et là en l'occurrence en même temps que je monte un sommet, donc c'est pour ça effectivement, et souvent des pentes un peu raides, parce que je suis pas toujours le sentier, mais je peux me le permettre parce que j'ai une cartographie électronique, et donc parfois je peux tailler tout droit dans la forêt sans qu'il y ait quoi que ce soit autour de moi, pas de sentier. Ici en l'occurrence il n'y a que des traces de gibier et de petits animaux qui ont marché dans la neige. Ce qui est vraiment formidable en hiver, c'est le silence qu'il peut y avoir à cause de la neige. Ça étouffe tous les bruits, et si vous êtes un peu loin de la civilisation, c'est-à-dire même 2,5 km d'un village, il n'y a plus un seul bruit. Et comme c'est l'hiver, effectivement, il n'y a pas d'oiseaux, il n'y a rien du tout. Je voulais juste écouter un peu le silence. Voilà, absolument pas un bruit, rien. Et ça aussi, c'est très reposant. En dehors de la ville, où effectivement vous avez du bruit quasiment en permanence. Et donc c'est un vrai luxe de goûter à
quelques minutes de silence. Alors l'avantage aujourd'hui pendant que je vous parle, même s'il y a presque 20 ou 30 cm de neige, c'est qu'elle est tellement gelée que je m'enfonce à peine. Et sans raquette, je peux marcher dans cette neige. Voilà. Bon, c'est une neige qui serait très dangereuse si on était sur une pente plus raide, parce que en fait on a plusieurs couches de neige. Une neige fluorescente, une neige gelée en dessous. Ce genre de truc, ça vous fait des plaques. Mais ici, dans un milieu où tout est maintenu par les arbres et tout se maintient et que la pente n'est pas trop raide, il n'y a aucun risque que ces plaques de neige se détachent et vous emportent. Mais évidemment, même dans un contexte comme ça, il faut toujours un peu se méfier de la neige. Alors je voudrais pas non plus donner l'impression que je suis toujours dans la neige et que j'habite dans la neige. Voilà, en fait j'habite en plaine, hein, j'habite en Alsace à 200 mètres d'altitude et ici je suis à 1000 mètres d'altitude, mais j'ai la chance d'habiter à 30-40 minutes de la montagne et de sommets suffisamment hauts pour qu'il y ait de temps en temps un peu de neige. Et c'est pour ça que je profite de faire mes vidéos dans un cadre naturel et agréable à regarder, et ce qui donne aussi aux spectateurs de la chaîne YouTube aussi un peu quelque chose à regarder et d'intéressant, ce qui donne aussi à mon avis un aspect différent à ma chaîne YouTube pour ceux qui n'ont pas la chance d'être ou d'habiter, on va dire, à une demi-heure d'un endroit naturel un peu remarquable et agréable. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur cette infographie. Pour ceux qui veulent encore partager quelques minutes dans cette vidéo dans la nature, là je vais vous emmener un peu dans la neige, encore un tout petit peu plus longtemps. Et pour ceux qui veulent s'arrêter là, à très bientôt. Et pour ceux qui veulent continuer un peu, profiter d'un petit tour dans la neige, je vous laisse regarder la suite. Alors mon objectif aujourd'hui, c'était évidemment de faire une vidéo, mais aussi d'aller jusqu'au sommet, qui est encore à 88 mètres de dénivelé et à 16 minutes de marche. Ça me permet évidemment de faire un peu d'exercice, parce que j'aime bien faire d'une pierre deux coups, une vidéo pour le blog et un peu de sport. Ça n'a jamais tué personne. Plutôt paisible comme endroit. Et comparé à avant, effectivement, on a quelques oiseaux, mais ça m'étonnerait que vous les entendiez dans le micro, parce qu'il n'est pas assez sensible. Alors aujourd'hui, je suis sur un sentier, si on veut, pédagogique. Et donc, ça s'appelle Am Hasel. Ce qui veut dire sur le, si vous voulez, sur le pan du noisetier. Et en fait, c'est cet arbre qui est en face de moi là. C'est un Hasel, donc en allemand. Ce qui est en fait un noisetier tout simplement. Et son bois sert à faire des corbeilles, mais aussi des bâtons de randonnée. Et il produit, comme il est écrit sur l'écriteau, des noisettes pour la pâtisserie, mais aussi de l'huile. Et ce soleil commence déjà un peu à faiblir, mais je pense que j'aurai encore le temps d'arriver jusqu'au sommet, parce qu'on n'est pas très loin. Donc je vais me dépêcher un peu. Un des trucs bien en hiver, c'est que vous pouvez aller sur des sentiers totalement immaculés, comme celui qui est derrière moi, qui va aller vers le sommet. Il n'a pas du tout été emprunté, aucune trace. Absolument aucun humain n'est passé ces derniers jours sur ce sentier. Alors c'est toujours le même problème en hiver. J'ai perdu le sentier. Et donc là je peux voir effectivement que je m'en suis éloigné d'une vingtaine de mètres, mais je vais pouvoir le rejoindre sans problème. Comme vous voyez, la flèche bleue est dans le vide. Et moi je dois rejoindre le chemin. Mais c'est sûr que
En hiver, marcher comme ça, n'importe comment, en dehors des sentiers, sans avoir un minimum une carte, et ici carrément un module GPS, eh ben, c'est pas très malin. Donc j'ai au moins cette sécurité là, c'est de pouvoir rapidement savoir où je suis pour pas me perdre totalement. Alors j'avais pas prévu de faire un making of aujourd'hui, mais voilà, on est quand même obligé d'emmener un peu de matos quand on va. Ah non, ça c'est mon matos, mon sac photo. Parce que... Alors évidemment il y a la caméra avec laquelle je filme, mais j'ai aussi une seconde caméra pour faire des photos. Donc c'est un sac photo assez intéressant, la marque Mindshift, qui s'ouvre par derrière. Donc le principal intérêt, c'est que quand vous êtes dans la nature, au lieu de salir effectivement le dossier que vous allez porter sur le dos, vous pouvez mettre votre sac directement dans la neige, ça craint rien, comme ça, aucun souci. Un autre truc intéressant, c'est quelque chose que j'ai trouvé récemment, c'est un petit siège pliant, mais moi qui me sert à poser la caméra éventuellement sur le sol. Alors ça vous sert évidemment à vous asseoir si vous voulez. Vous pouvez vous asseoir dessus, mais vous pouvez aussi vous en servir pour poser une caméra pour qu'elle soit pas en contact avec la neige. Et ça me permet de filmer quelques plans relativement bas. Alors évidemment, ouais, quand vous filmez dans des conditions un peu comme ça, un peu extrême, il faut plusieurs batteries parce que le froid va rapidement vider votre batterie de votre appareil photo ou appareil vidéo, ça dépend. Et il vous faut aussi un peu de matos pour transporter tout ça. Comme moi, mon sac est par terre. Mais vous verrez parfois que j'ai un sac sur le dos. Et évidemment, c'est parce que j'ai tout mon matos dedans. Alors ça y est, je suis arrivé au sommet où je voulais arriver. Alors avec un peu une sacrée vue. Alors je viens de m'enfoncer dans la neige. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Parce que là, effectivement, on approche plus des 40-50 cm de neige. Mais si on avance à pas feutrer, il n'y a aucun souci. Et voilà, je suis juste au bord d'une zone qui a été complètement coupée. Et derrière moi, alors je pense que ça se voit pas très bien, mais une espèce de rocher pyramidal avec un renfoncement. Alors probablement une ancienne carrière, ou peut-être même l'entrée d'une mine, parce qu'ils ont récolté un peu de minerai dans la zone, donc pourquoi pas. Alors le soleil vient juste de disparaître et sur le point de disparaître derrière moi, donc effectivement la température va baisser assez vite. Je vais me mettre en route pour redescendre sur le parking et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo dans la neige ou dans la vallée. À très bientôt.